La vendeuse de la librairie a été renvoyée par erreur, et le millionnaire a vu le marque-page dans sa main. C'était le même qu'il avait offert à sa fille pour son anniversaire avant qu'elle ne disparaisse il y a 18 ans. L'odeur familière du papier vieilli et de l'encre d'imprimerie flottait dans l'air automnal de la librairie Âme de papier, nichée au cœur du vieux Lyon. Nina Fontaine, 23 ans, ajustait machinalement une pile de romans sur l'étagère des nouveautés, ses doigts fins caressant les couvertures avec cette tendresse particulière qu'elle réservait aux livres depuis toujours. « Encore en train de rêvasser, Nina !» La voix d'Aurélie Dumas claqua dans le silence feutré de la boutique comme un fouet. « On a des clients qui attendent, tu sais ?» Nina sursauta légèrement, son regard se tournant vers sa collègue qui l'observait avec cette pointe d'agacement habituelle. Aurélie, trentenaire aux cheveux châtains toujours tirés en un chignon strict, n'avait jamais caché sa jalousie envers la popularité de Nina auprès de la clientèle. Là où Nina recommandait avec passion, Aurélie vendait avec froideur. « Pardon, j'arrive », murmura Nina en se dirigeant vers le comptoir, où Madame Girard, une habituée octogénaire, feuilletait un recueil de poésie. « Ah, ma petite Nina !» s'exclama la vieille dame, ses yeux pétillants derrière ses lunettes rondes. « J'ai adoré votre dernière recommandation. Ce Amélie Nothomb. Quelle plume! Avez-vous quelque chose d'aussi captivant ?» Le visage de Nina s'illumina. Ces moments-là, quand elle pouvait partager sa passion pour la littérature, lui faisaient oublier sa vie modeste dans son studio du 5e arrondissement, ses fins de mois difficiles et surtout ses cauchemars récurrents qui la hantaient depuis l'enfance. « J'ai exactement ce qu'il vous faut », dit Nina en se dirigeant vers une section particulière. « Laissez-moi vous montrer. » Elle s'arrêta net, les yeux fixés sur sa main droite, entre ses doigts. Elle tenait machinalement son marque-page doré, ce petit objet précieux qui ne la quittait jamais. Une délicate papillon était gravée sur le métal. Ses ailes déployées semblant presque battre à la lumière tamisée de la librairie. C'était son seul lien avec un passé qu'elle ne parvenait pas à reconstituer, trouvé dans ses affaires quand elle avait été placée à l'orphelinat Sainte-Thérèse à l'âge de 5 ans. Nina. La voix de Madame Girard la ramena à la réalité. « Excusez-moi, Nina glissa rapidement le marque-page dans sa poche et saisit un livre. « Tenez, celui-ci devrait vous plaire. L'auteur a une façon unique de... » La sonnette de la porte tinta. Interrompant leur conversation, un homme d'une 50aine d'années venait d'entrer, élégamment vêtu d'un manteau de cachemire noir. Pierre Dufresne, le magnat de l'édition française, était reconnaissable à sa prestance naturelle et à ses cheveux grisonnants parfaitement coiffés. Nina l'avait déjà vu dans les journaux, mais jamais en personne. Pierre parcourut la librairie du regard, ses yeux scrutateurs semblant évaluer chaque détail. Il était en visite surprise pour sa fondation, qui soutenait plusieurs librairies indépendantes du centre historique. Ces inspections inattendues lui permettirent de vérifier que les fonds alloués étaient bien utilisés. « Monsieur Dufresne ». Aurélie se précipita vers lui, abandonnant sa caisse. « Quel honneur de vous recevoir !»« Si j'avais su... »« Bonjour !» répondit Pierre poliment, mais son attention était déjà ailleurs. Il observait Nina, qui continuait de conseiller Madame Girard avec une passion évidente, insensible à la présence du visiteur illustre. Et voyez comme l'auteur joue avec les métaphores. Nina montrait un passage du livre à la vieille dame. Cette façon de décrire les émotions à travers les saisons, c'est d'une poésie. Pierre ne put s'empêcher de sourire. Depuis 18 ans qu'il finançait des librairies et des programmes littéraires, il avait rarement vu une telle authenticité dans l'amour des livres. Cette jeune femme lui rappelait sa propre passion pour la littérature, celle qui l'avait poussé à créer son empire éditorial. « Mademoiselle Dumas », dit-il à Aurélie qui papillonnait autour de lui, « j'aimerais voir vos registres de vente et l'utilisation des fonds alloués. » Aurélie pâlit légèrement. « Bien sûr, monsieur Dufresne, tout est en ordre, je vous assure », pendant que Pierre examinait les documents. Nina terminait sa vente avec Madame Girard. L'échange se termina par un sourire radieux de la vieille dame et des remerciements chaleureux. « Vous avez un don, ma petite », dit Madame Girard en serrant la main de Nina. « Vous savez faire vivre les livres. » Pierre leva les yeux des registres, intrigué par cette observation. Il remarqua alors quelque chose qui lui glaça le sang, un éclat doré dépassé de la poche de Nina. Quand elle bougea pour ranger les livres, l'objet scintilla brièvement sous la lumière. Non, c'était impossible. Après 18 ans de recherches infructueuses, après avoir consulté des dizaines de détectives privés, après avoir fait placarder des affiches dans toute la France
Ce ne pouvait être qu'une coïncidence. « Aurélie, dit-il d'une voix étranglée, il y a une anomalie dans vos comptes. » « Une anomalie ?» Aurélie devint livide. « Mais c'est impossible, Il manque 300 € dans la caisse du mois dernier. » Pierre mentait, mais il voulait observer la réaction des deux femmes. Nina, qui rangeait des livres à quelques mètres, se figea. Aurélie, elle, afficha une expression de panique théâtrale. « Je ne comprends pas, » balbutia Aurélie. « Peut-être que Nina... » « Moi. » Nina se retourna, incrédule. « Eh bien, vous êtes souvent seule à la caisse le soir, » continua Aurélie, ses yeux brillants d'une lueur mauvaise. « Et tout le monde sait que vous avez des difficultés financières. » Aurélie. Nina était choquée. « Comment osez-vous » Pierre observait la scène avec attention. La détresse de Nina semblait authentique. Tandis qu'Aurélie paraissait presque satisfaite de la situation, « Vérifiez donc le sac de Nina » suggéra Aurélie avec une assurance troublante. Si elle n'a rien à cacher, Nina, tremblante d'indignation, ouvrit son sac. À sa stupéfaction, une liasse de billets tomba sur le sol, 300 € exactement. « Ah, je ne comprends pas, » murmura-t-elle, ses yeux se remplissant de larmes. « Je n'ai jamais... »« Vous êtes virée, » déclara Aurélie avec une fausse tristesse. « Je suis désolée, Nina, mais je ne peux pas garder une voleuse. » Nina ramassa machinalement les billets, ses mains tremblant de rage et d'humiliation. En se relevant, son marque-page doré s'échappa de sa poche et tomba sur le parquet avec un tintement métallique. Pierre sentit son cœur s'arrêter. Là, à ses pieds, brillait une réplique exacte du marque-page qu'il avait fait fabriquer sur mesure pour le 5e anniversaire de sa fille Émilie, un papillon doré aux ailes déployées, gravé par un artisan joaillier de la rue de la Paix. Il n'en existait qu'un seul exemplaire au monde, d'une main tremblante. Il ramassa l'objet. Au verso, ses doigts reconnurent la gravure qu'il avait fait ajouter. « Pour ma petite papillon, papa. »« Où avez-vous eu ceci ?» Sa voix était à peine audible. Nina, les larmes aux yeux, tendit la main pour récupérer son bien le plus précieux. « C'est à moi depuis toujours. Je l'avais quand je suis arrivée à l'orphelinat. » Le monde de Pierre bascula, 18 ans de recherche, 18 ans de culpabilité, 18 ans à se demander si sa petite Émilie était encore vivante. Et voilà que cette jeune femme, aux yeux bleus si familiers, tenait la preuve de son identité. « Mademoiselle, » dit-il d'une voix que l'émotion faisait trembler, « j'aimerais vous parler, en privé. » Nina, encore sous le choc de son renvoi, le regarda avec méfiance. « Je n'ai rien fait de mal. »« Monsieur, je sais, » répondit Pierre, en lui rendant délicatement le marque-page. « Et c'est exactement pour cela que j'aimerais vous proposer un emploi. » Aurélie, qui observait la scène avec une inquiétude croissante, intervint. « Monsieur Dufresne, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Cette femme est une voleuse. » Pierre se tourna vers elle, ses yeux brillants d'une lueur dangereuse. « Mademoiselle Dumas, nous reparlerons de cette affaire plus tard, très bientôt même. » Nina serrait son marque-page contre sa poitrine, ne comprenant pas ce qui venait de se passer un instant plus tôt. Elle perdait son emploi et sa réputation. Maintenant, l'homme le plus puissant de l'édition française lui proposait du travail. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simplement. Pierre la regarda dans les yeux, cherchant dans ce visage les traits de la petite fille qu'il avait perdue, les mêmes yeux bleus, la même façon de pencher la tête quand elle réfléchissait, le même geste de mordiller sa lèvre inférieure quand elle était nerveuse. « Parce que, » dit-il d'une voix douce, « j'ai l'impression que nous nous connaissons déjà. » Le lendemain matin, Nina se tenait devant l'imposant immeuble haussmannien du 7e arrondissement qui abritait les éditions Dufresne. Ses mains moites serraient dans la lettre de recommandation que Pierre lui avait remise la veille, encore incrédule de ce retournement de situation. La façade de pierre blonde scintillait sous le soleil d'octobre, et les dorures des balcons forgés semblaient narguer sa modeste garde-robe. Mademoiselle Fontaine. Une voix claire la fit sursauter. Une femme élégante d'une 40aine d'années, aux cheveux blonds impeccablement coiffés, s'approchait d'elle. « Je suis Catherine Moreau, assistante de direction de Monsieur Dufresne. Il vous attend. » Nina la suivit à travers le hall de marbre,
ses pas résonnant de façon presque embarrassante sur le sol lustré. L'ascenseur ancien, avec ses cuivres polis et ses boiseries, la menait vers un monde qu'elle n'avait jamais osé imaginer fréquenter. « Monsieur Dufresne a été très clair », expliquait Catherine en montant vers le 5e étage. « Vous commencerez comme assistante éditoriale au département littérature française. Le salaire est très correct, et vous aurez votre propre bureau. » Nina hocha la tête, encore abasourdie. Hier, elle perdait son emploi de libraire. Aujourd'hui, elle intégrait l'une des maisons d'édition les plus prestigieuses de France. Cette promotion fulgurante lui donnait le vertige. Pierre l'attendait dans son bureau, une vaste pièce aux murs couverts de livres et dominée par une baie vitrée, offrant une vue spectaculaire sur les toits parisiens. Il se leva à son entrée, et Nina remarqua cette même étrange émotion qui avait traversé son regard la veille. « Nina », dit-il simplement, comme s'il prononçait ce prénom depuis des années. « J'espère que vous vous plairez ici. Monsieur Dufresne, je ne sais pas comment vous remercier. » Nina sentait ses joues s'empourprer. Après ce qui s'est passé hier, je pensais ne plus jamais retrouver de travail dans le milieu du livre. « Appelez-moi Pierre », dit-il avec un sourire chaleureux. « Et oubliez cette histoire. J'ai eu l'occasion d'observer votre relation avec les livres et les lecteurs. C'est exactement ce dont nous avons besoin ici. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une tendresse particulière qui troublait Nina. Elle ne parvenait pas à s'expliquer cette sensation de familiarité, comme si elle retrouvait quelqu'un qu'elle avait perdu depuis longtemps. « Votre bureau est au 3e étage, » continua Pierre en lui tendant un dossier. « Vous travaillerez sur les manuscrits de jeunes auteurs. J'aimerais avoir votre regard sur leurs œuvres. » Nina feuilleta le dossier, ses yeux brillants d'excitation. Des romans inédits, des recueils de poésie, des essais. C'était comme recevoir un trésor. « Monsieur, Pierre », se reprit-elle. « Pourquoi moi? Vous ne me connaissez même pas. » Pierre la regarda longuement, et Nina eut l'impression qu'il cherchait quelque chose dans ses traits. Parfois, on reconnaît les gens qu'il faut rencontrer. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Aurélie Dumas referme brutalement son téléphone portable. L'appel qu'elle venait de passer à sa grand-mère ne s'était pas passé comme prévu. « Elle travaille maintenant chez Dufresne », avait répété la vieille voix tremblante à l'autre bout du fil. « Mon Dieu ! Aurélie, et si elle découvrait la vérité? Tais-toi, grand-mère !» avait sifflé Aurélie. « Tu as déjà fait assez de dégâts comme ça. Maintenant, c'est moi qui m'occupe de tout. » Bernadette Marchand, 70 ans, vivait depuis 3 ans dans la résidence médicalisée Les Jardins de Sérénité à Bron. Officiellement, elle souffrait d'un début d'Alzheimer. Officieusement, elle était rongée par 18 ans de culpabilité et de secret. Aurélie gara sa Citroën dans le parking de la résidence et marcha d'un pas décidé vers l'entrée. Les infirmières la saluaient avec respect. Elle était la petite fille dévouée qui rendait visite à sa grand-mère chaque semaine. « Bernadette vous attend dans sa chambre », indiqua l'aide-soignante avec un sourire. « Elle a eu une bonne journée aujourd'hui, très lucide. » Aurélie grimaça. Les jours de lucidité de sa grand-mère étaient justement ceux qu'elle redoutait le plus. Elle trouva Bernadette assise près de la fenêtre. Fixant le jardin d'un regard vide, la vieille femme se tourna vers sa petite fille et ses yeux retrouvèrent soudain leur acuité. « Aurélie, » murmura-t-elle, « il faut que je te parle de Nina. Grand-mère, on a déjà discuté de ça. » Aurélie s'assit lourdement sur la chaise des visiteurs. « Tu dois oublier cette histoire. » « Oublier ?» Bernadette se redressa, ses mains tremblantes agrippant les accoudoirs de son fauteuil. « Comment veux-tu que j'oublie cette petite fille? J'ai détruit sa vie et celle de son père. Son père a détruit la nôtre d'abord, » rétorqua Aurélie avec amertume. « Grand-papa est mort du chagrin après avoir été licencié injustement. Tu as fait ce qu'il fallait. » Bernadette secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues ridées. « Non, Aurélie, Pierre Dufresne avait raison de soupçonner ton grand-père. Il volait vraiment de l'argent dans la caisse. Je l'ai découvert après sa mort, dans ses affaires. Mensonge. » Aurélie se leva brusquement. « Ah, tu délires, grand-mère. C'est la maladie qui te fait dire n'importe quoi. Regarde-moi bien, ma petite fille, » dit Bernadette d'une voix soudain ferme. « Est-ce que j'ai l'air de délirer? J'ai enlevé une enfant innocente par vengeance, et maintenant elle travaille pour son propre père sans le savoir. Il faut que je répare cette erreur. » Aurélie sortit de son sac un petit flacon de médicaments. « Tu vas prendre tes pilules, grand-mère. Ça t'aidera à oublier ces vilaines pensées. »« Ce ne sont pas mes médicaments habituels, » protesta Bernadette en examinant les comprimés.
Le médecin a changé ton traitement. Mentit Aurélie en forçant sa grand-mère à avaler les pilules. Tu dois me faire confiance. Dans l'heure qui suivit, Bernadette sombra dans une confusion mentale qui rendrait ses éventuelles confessions totalement incohérentes. De retour aux éditions Dufresne, Nina découvrait son nouveau bureau avec émerveillement. Un espace lumineux avec vue sur la cour intérieure, une bibliothèque garnie d'ouvrages de référence et surtout une pile impressionnante de manuscrits à évaluer. Elle commença par un roman historique quand on frappa à sa porte. Pierre entra, portant 2 tasses de café. « Comment se passe votre première journée ?»« C'est magique », avoua Nina en acceptant la tasse. « J'ai l'impression de rêver. » Pierre s'assit face à elle, et Nina remarqua à nouveau cette façon particulière qu'il avait de la regarder, comme s'il cherchait quelque chose dans ses traits. « Nina, dit-il doucement, parlez-moi de votre enfance. »« De l'orphelinat. » Cette question inattendue la troubla. « Pourquoi cette curiosité ? Pardonnez-moi, c'est indiscret. » Pierre sembla embarrassé. « C'est juste que vous me rappelez quelqu'un. » Nina but une gorgée de café, réfléchissant. « Il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis arrivée à Sainte-Thérèse à 5 ans. Aucun souvenir précis d'avant, juste des impressions. Quel genre d'impressions ? Des rêves récurrents, une grande maison blanche, un jardin avec des roses, le son d'une boîte à musique. » Nina haussa les épaules. « Probablement des fantasmes d'enfants orphelines. » Pierre faillit lâcher sa tasse. Une maison blanche, un jardin de roses, une boîte à musique, sa propriété de Neuilly, la description exacte de l'environnement où avait grandi Émilie. Cette boîte à musique, dit-il d'une voix étranglée. Quelle mélodie jouait-elle ? Nina le regarda, surprise par l'intensité de sa question. Je ne sais pas. Quelque chose de classique, mélancolique. À cet instant, le téléphone de Pierre sonna. Catherine l'informait que Bruno Morel, l'investigateur privé qu'il avait contacté après leur rencontre à la librairie, l'attendait dans le hall. « Excusez-moi, Nina, nous reprendrons cette conversation plus tard. » Nina le regarda partir, troublée par cet échange étrange. Pourquoi Pierre semblait-il si ému par ses souvenirs fragmentaires ? Et pourquoi avait-elle l'impression que ces questions réveilleraient des émotions qu'elle préférait garder enfouies ? Elle retourna à ses manuscrits, mais les mots dansaient devant ses yeux. Quelque chose était en train de changer dans sa vie. Elle le sentait. Quelque chose d'immense et d'irréversible. Dans le hall, Pierre serrait la main de Bruno Morel, un homme sec d'une 50aine d'années au regard perçant. « J'ai des informations préliminaires sur Nina Fontaine », annonça le détective. « Et vous allez être très intéressé par ce que j'ai découvert dans les archives de l'orphelinat Sainte-Thérèse. » Pierre sentit son cœur s'emballer, après 18 ans d'attente. La vérité était peut-être enfin à portée de main. Une semaine s'était écoulée depuis l'arrivée de Nina aux éditions Dufresne. Elle s'était rapidement adaptée à son nouveau rôle, impressionnant ses collègues par sa perspicacité littéraire et sa capacité à déceler le potentiel dans les manuscrits les plus bruts. Pierre observait ses progrès avec une fierté mêlée d'angoisse, chaque jour renforçant sa conviction qu'elle était bien sa fille disparue. Ce vendredi soir, il prit une décision qui l'effrayait autant qu'elle l'exaltait. Il devait en avoir le cœur net, d'une manière ou d'une autre. « Nina », dit-il en passant la tête dans son bureau alors qu'elle s'apprêtait à partir. « Accepteriez-vous de dîner chez moi ce soir ? J'aimerais discuter de votre avenir dans la maison. » Nina leva les yeux de sa lecture, surprise. « Chez vous. J'habite à Neuilly-sur-Seine. Ma gouvernante prépare un excellent coq au vin. Et j'ai quelques manuscrits exceptionnels à vous montrer. » Pierre s'efforçait de paraître décontracté, mais ses mains tremblaient légèrement. « Si cela ne vous dérange pas. » Bien sûr. Nina hésita. Cette invitation sortait du cadre professionnel habituel, mais la gentillesse de Pierre et sa passion évidente pour la littérature l'avaient touchée. De plus, elle était curieuse de découvrir l'univers privé de cet homme qui l'intriguait tant. « D'accord, » dit-elle finalement. « Cela me ferait plaisir. » Le trajet en voiture jusqu'à Neuilly fut ponctué de conversations sur la littérature contemporaine. Pierre conduisait sa Mercedes avec une élégance naturelle, glissant parfois des regards vers Nina qui admirait les rues bordées d'arbres. Quand ils tournèrent dans l'avenue Victor Hugo, elle retint son souffle. « C'est magnifique », murmura-t-elle en découvrant les hôtels particuliers aux façades imposantes. « Vous trouvez ?» Pierre ralentit devant une grille en fer forgé qui s'ouvrait automatiquement. « Moi, je trouve cela un peu... vide. » La propriété qui s'offrait à leurs yeux était effectivement splendide.
Une demeure de style néoclassique du XIXe siècle, aux murs de pierre claire qui semblaient presque blancs sous l'éclairage des projecteurs, un jardin soigneusement entretenu l'entourait, et Nina aperçut les silhouettes de rosiers taillés avec précision. Soudain, une sensation étrange l'envahit, comme un vertige, mais en même temps une reconnaissance profonde. Cette maison, elle l'avait déjà vue, pas en photographie, pas en rêve, mais réellement, elle en était certaine. « Ça va ?» demanda Pierre en remarquant sa pâleur. « Oui, c'est juste que… » Nina secoua la tête. « Rien, un petit étourdissement. » Pierre la guida vers l'entrée, son cœur battant la chamade. Il avait volontairement emprunté l'allée principale pour passer devant les rosiers. Si Nina était vraiment Émilie, elle ne pourrait pas ne pas réagir. « Monsieur Pierre ?» Une femme d'une 60aine d'années aux cheveux gris, tirés en chignon, les accueillit dans le hall. « Bonsoir, mademoiselle. Je suis Martine, la gouvernante. »« Bonsoir », répondit Nina poliment, mais son attention était attirée par la décoration intérieure. Le hall, avec son escalier de marbre blanc et sa rampe de fer forgé, lui semblait familier, trop familier. « Le dîner sera servi dans 1 heure », annonça Martine. « Voulez-vous prendre l'apéritif au salon ?» Pierre acquiesça et guida Nina vers une vaste pièce aux moulures dorées, meublée avec un goût exquis, mêlant ancien et contemporain. Des rayonnages de livres couvraient 2 murs entiers, et une cheminée de marbre trônait face à 2 fauteuils Chesterfield en cuir cognac. « Champagne !» proposa Pierre en se dirigeant vers un bar art déco. « Volontiers. » Nina s'approcha des étagères, fascinée par la richesse de la bibliothèque. Ses doigts effleuraient les reliures quand elle s'arrêta net devant une section particulière. « Vous avez beaucoup de livres pour enfants. » Pierre faillit lâcher la bouteille de champagne. « J'ai une fille. »« Avait. » Nina se tourna vers lui, intriguée par cette hésitation. « Elle a disparu il y a longtemps. » La voix de Pierre se brisa légèrement. « Mais j'ai gardé tous ses livres, au cas où elle reviendrait un jour. » Nina sentit son cœur se serrer face à cette douleur évidente. « Je suis désolée. Quel âge avait-elle » 5 ans quand elle… Pierre ne termina pas sa phrase. « Tenez, votre champagne. » Ils s'installèrent dans les fauteuils, et Pierre sortit quelques manuscrits de sa mallette, mais Nina avait du mal à se concentrer sur sa lecture. Cette maison éveillait en elle des sensations troublantes, comme si chaque pièce, chaque objet lui murmurait des secrets qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. « Cette boîte à musique », dit-elle soudain en désignant un petit objet doré posé sur la cheminée. « Elle fonctionne encore ?» Pierre blêmit. C'était la boîte à musique d'Émilie, celle qu'elle adorait faire jouer chaque soir avant de s'endormir. Il ne l'avait plus touchée depuis sa disparition. « Je ne sais pas », mentit-il. « Cela fait longtemps. » Mais Nina s'était déjà levée et avait saisi délicatement l'objet. Quand elle souleva le couvercle, les premières notes de Clair de lune de Debussy s'égrenèrent dans le silence du salon. L'effet fut immédiat et dévastateur. Nina vacilla, la boîte à musique lui échappant des mains. Elle tomba à genoux, les mains pressées contre ses tempes, submergée par un tsunami de souvenirs qui déferlaient dans son esprit, comme un barrage qui cède. Une petite fille aux cheveux blonds court dans un jardin, poursuivie par un homme qui rit aux éclats. « Papa, papa, attrape-moi !» La même petite fille, assise sur les genoux de cet homme, écoutant une histoire avant de s'endormir. La boîte à musique qui joue, encore et encore, cette mélodie si douce, puis l'obscurité, des mains inconnues, des pleurs, la peur, et ce marque-page doré qu'on glisse dans sa main en lui disant « N'oublie jamais qui tu es. » Nina. Pierre se précipita vers elle, affolée. Elle tremblait de tout son corps, les yeux révulsés, comme en proie à une crise de panique. « La Maison Blanche !» balbutia-t-elle entre 2 sanglots. Le jardin, les roses, papa. Pierre la prit dans ses bras, bouleversé. « Émilie !» murmura-t-il. « Ma petite Émilie, c'est moi, c'est papa. » « Non. » Nina se débattit, terrifiée par ces images qui assaillaient sa mémoire. « Ce n'est pas possible. Je ne suis pas… Je suis Nina Fontaine. Je suis orpheline. Tu es Émilie Dufresne, » dit Pierre d'une voix ferme mais douce. « Tu es ma fille, ma petite papillon. » Ces mots achevèrent de faire craquer les digues. Nina s'effondra contre lui, pleurant toutes les larmes de 18 années de manque et de questionnement. Pierre la berçait comme il l'avait fait quand elle était petite, répétant inlassablement « Je suis là maintenant. Papa est là.
Martine, alertée par les pleurs, apparut sur le seuil du salon, en voyant la scène. Elle porta ses mains à sa bouche, émue aux larmes. Elle qui avait vu Pierre sombrer dans le désespoir après la disparition d'Émilie, elle qui l'avait consolée pendant des années, reconnaissait immédiatement la petite fille qu'elle avait aidée à élever. « Mon Dieu !» chuchota-t-elle. « Notre petite Émilie est revenue. » Nina se redressa lentement, son regard passant de Pierre à Martine, dans les yeux de la gouvernante. Elle lut une tendresse familière, celle qu'elle avait cru perdue à jamais. « Martine !» murmura-t-elle, et ce prénom sortit de ses lèvres avec une facilité déconcertante. « Vous m'appeliez toujours, ma petite étoile », compléta la gouvernante en s'approchant. « Parce que tu brillais dans nos vies. » Les souvenirs continuaient d'affluer, plus clairs maintenant. Les après-midi passés à la cuisine avec Martine à faire des gâteaux, les promenades dans le jardin avec Pierre, les histoires du soir, les câlins, l'amour inconditionnel d'un père pour sa fille. Que s'est-il passé ? Demanda Nina d'une voix brisée. Pourquoi ai-je été séparée de vous ? Pierre échangea un regard avec Martine. Ils avaient parlé de ce moment des milliers de fois, imaginant ce qu'ils diraient le jour où Émilie reviendrait, maintenant que ce jour était arrivé. Les mots semblaient si insuffisants. « Tu as été enlevée », dit-il simplement. « Un jour, en sortant de l'école, tu as disparu. Nous t'avons cherché partout. La police, des détectives privés, des campagnes d'affichage. Pendant 18 ans, je n'ai jamais cessé de te chercher. Enlevée. » Nina frissonna. « Par qui ? Pourquoi ? Nous ne le savons pas encore, » avoua Pierre. « Mais maintenant que tu es revenu, nous allons découvrir la vérité. Je te le promets. » Nina porta machinalement sa main à sa poche, où se trouvait son marque-page doré. Ce petit objet qui l'avait accompagné toute sa vie prenait soudain un sens nouveau. C'était le dernier cadeau de son père, le lien qui les avait inconsciemment réunis. « Le marque-page » dit-elle. « Vous l'avez fait fabriquer pour moi. » Pierre hocha la tête. Hocha les larmes aux yeux. « Pour tes 5 ans, tu adorais les papillons. Tu disais qu'ils étaient même magiques parce qu'ils savaient voler vers la lumière. » Nina éclata en sanglots, submergée par l'ampleur de ce qu'elle venait de découvrir. En quelques minutes, toute sa vie avait basculé. Elle n'était plus Nina Fontaine. L'orpheline s'en passait. Elle était Émilie Dufresne, la fille aimée d'un père qui ne l'avait jamais oubliée. Pierre la serra contre lui, sentant enfin ce vide immense qui rongeait son cœur depuis 18 ans commencer à se combler. Sa petite papillon était rentrée à la maison, mais pendant qu'il savourait ses retrouvailles, aucun d'eux ne remarqua la silhouette qui les observait depuis le jardin, cachée derrière les rosiers. Aurélie Dumas serrait son téléphone portable, le visage déformé par la rage. Sa grand-mère avait raison de s'inquiéter. Nina avait retrouvé sa véritable identité, mais Aurélie n'avait pas dit son dernier mot. La vengeance de sa famille ne serait pas réduite à néant par ces retrouvailles touchantes. Elle composa un numéro, attendit 2 sonneries. « Grand-mère, c'est moi. Nous avons un problème. Un très gros problème. » Le lendemain matin, Bruno Morel garait sa Peugeot devant la résidence médicalisée Les Jardins de Sérénité. L'investigateur privé avait passé la nuit à éplucher les dossiers de l'orphelinat Sainte-Thérèse et un nom revenait sans cesse dans ses recherches, Bernadette Marchand. Cette femme avait été gouvernante chez les Dufresne jusqu'en 2006, l'année de la disparition d'Émilie. « Bonjour, je souhaiterais rendre visite à Madame Marchand, » dit-il à l'accueil. « Je suis de la famille. » L'aide-soignante consulta son registre. « Chambre 23, 2e étage. Mais je vous préviens, elle a des moments de confusion. Alzheimer précoce, vous savez. » Bruno acquiesça et monta l'escalier, réfléchissant à sa stratégie. Si cette femme était impliquée dans l'enlèvement d'Émilie, il devait s'y prendre avec finesse pour la faire parler. Il trouva Bernadette assise près de la fenêtre de sa chambre, fixant le jardin d'un regard vague. À 70 ans, elle paraissait plus âgée, rongée par quelque chose qui dépassait la simple maladie. « Madame Marchand. » Bruno s'approcha doucement. « Je m'appelle Bruno Morel. J'aimerais vous parler d'Émilie Dufresne. » Le nom fit l'effet d'une décharge électrique. Bernadette se raidit, ses yeux retrouvant soudain leur acuité. « Émilie, » murmura-t-elle. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle devient ?» Bruno s'assit face à elle, intrigué par cette réaction. « Vous vous souvenez d'elle ? » ?»« Si je me souviens. » Bernadette éclata d'un rire amer. « Comment pourrais-je oublier, cette petite ? Elle était ma pénitence quotidienne. Votre pénitence. » Les yeux de Bernadette se remplirent de larmes. Pendant 18 ans, elle avait gardé ce secret.
Rongé par la culpabilité, l'Alzheimer lui offrait parfois la bénédiction de l'oubli, mais aujourd'hui, ses souvenirs étaient cruellement nets. « J'ai fait quelque chose de terrible », chuchota-t-elle. « Quelque chose d'impardonnable. » Bruno sortit discrètement son carnet, pressentant qu'il touchait au but. « Racontez-moi, Madame Marchand, qu'avez-vous fait ?» Bernadette ferma les yeux, retournant 18 ans en arrière. « Mon mari, Georges, travaillait chez Dufresne, comptable dans la maison d'édition depuis 15 ans. Un homme honnête, travailleur. » Sa voix se brisa. Du moins, c'est ce que je croyais. Que s'est-il passé ? Pierre Dufresne l'a licencié en 2005. Accusation de détournement de fonds. Georges a nié, bien sûr. Il criait son innocence. Disait que son patron voulait se débarrasser des anciens employés pour faire place aux jeunes. Bernadette essuya ses larmes. Je l'ai cru. Nous avons tous cru. Bruno écoutait attentivement, devinant que le cœur du drame approchait. Georges n'a jamais retrouvé de travail, continua Bernadette. À 58 ans, avec cette accusation qui le poursuivait, les employeurs fermèrent leurs portes. Il a commencé à boire, à déprimer. 1 an plus tard, il se tuait dans un accident de voiture. Elle regarda Bruno droit dans les yeux. Moi, j'étais certaine que Pierre Dufresne l'avait tué. Alors vous avez décidé de vous venger ? J'étais folle de douleur, admit Bernadette. J'ai continué à travailler chez les Dufresne, à m'occuper de la petite Émilie. Chaque jour, je voyais cette enfant heureuse. Aimée, choyée, alors que mon mari était mort par la faute de son père. Sa voix devint à peine audible. J'ai voulu que Pierre Dufresne souffre autant que j'avais souffert. Bruno sentit son sang se glacer. Vous avez enlevé Émilie, le 15 octobre 2006, récita Bernadette comme une litanie. Je devais la récupérer à l'école. Au lieu de rentrer à la maison, j'ai pris l'autoroute vers Lyon. J'avais tout préparé. De faux papiers pour l'enfant, un contact à l'orphelinat Sainte-Thérèse, qui ne posait pas trop de questions. Mon Dieu, murmura Bruno. Et Émilie, comment a-t-elle réagi ? Elle pleurait. Elle criait qu'elle voulait son papa. Bernadette sanglotait maintenant. Alors je lui ai dit que son père ne l'aimait plus, qu'il l'avait abandonnée. Je lui ai donné des médicaments pour qu'elle dorme, pour qu'elle oublie. J'ai même changé son prénom. Nina. C'était le prénom de ma sœur décédée. Bruno était horrifié par la froideur du plan. Et le marque-page doré ? Je n'ai pas pu le lui enlever. Elle le serrait si fort. Bernadette ferma les yeux. Au fond de moi, je savais que ce que je faisais était monstrueux. Garder ce marque-page, c'était peut-être ma façon de lui laisser une chance de retrouver son chemin. Vous avez suivi sa vie ensuite. De loin, très de loin. Bernadette regardait par la fenêtre. Je savais qu'elle travaillait dans une librairie du centre-ville. Parfois, je passais devant juste pour la voir. Elle ressemblait tellement à sa mère. Bruno se pencha vers elle. « Madame Marchand, savez-vous qu'Émilie a retrouvé son père ?» Le visage de Bernadette s'illumina d'un espoir fragile. « Vraiment, elle va bien. Elle va bien, mais nous devons découvrir toute la vérité. Y a-t-il quelqu'un d'autre au courant de ce que vous avez fait ?» Bernadette hésita, puis secoua la tête. « Non, personne. Georges était déjà mort. Ma famille. » Elle s'arrêta net, une expression de panique traversant son visage. « Aurélie ? Qui est Aurélie ? Ma petite fille, la fille de ma fille Sophie. » Bernadette agrippa le bras de Bruno. Je lui ai tout raconté l'année dernière. Dans un moment de faiblesse, elle était si en colère contre les Dufresne. Bruno sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Cette Aurélie, elle travaille où ? Dans une librairie du centre-ville, la même que Nina, que Émilie. Les yeux de Bernadette s'écarquillèrent d'horreur. Mon Dieu, qu'ai-je fait ? Qu'ai-je encore fait ? Bruno se leva précipitamment. Madame Marchand, je dois partir, mais je reviendrai. Il faudra que vous témoigniez, que vous racontiez tout cela à la police. Oui, murmura Bernadette. Il est temps que la vérité éclate, mais Aurélie, elle n'acceptera jamais. Elle a grandi avec cette haine. Pour elle, les Dufresne sont des monstres qui ont détruit notre famille. Bruno était déjà dans le couloir, composant le numéro de Pierre. Il tomba sur la messagerie et laissa un message urgent. « Monsieur Dufresne, j'ai trouvé la vérité sur l'enlèvement d'Émilie, mais il y a un danger immédiat. Aurélie Dumas, la collègue de votre fille, et la petite fille de la raviseuse. Rappelez-moi d'urgence. » Pendant ce temps, à Neuilly, Émilie se réveillait dans son ancienne chambre. Pierre avait insisté pour qu'elle reste dormir, ne supportant pas l'idée de la laisser partir après leur retrouvaille.
La pièce avait été conservée en l'état, papier peint à motif de papillon, étagère remplie de livres d'enfants, peluches soigneusement alignées. Elle descendit à la cuisine, où Martine préparait le petit déjeuner en chantonnant. En la voyant, la gouvernante sourit avec tendresse. « Bonjour, ma petite étoile. »« Bien dormi, mieux que depuis longtemps, » avoua Émilie. « Martine, j'ai encore des trous de mémoire. Pouvez-vous me parler d'avant ?» Martine s'assit face à elle, ses yeux brillants de larmes heureuses. « Tu étais une enfant si vive, si curieuse, toujours un livre à la main, même à 5 ans. Tu inventais des histoires pour tes poupées, tu chantais. » Elle caressa la joue d'Émilie. « Et tu adorais jardiner avec ton père. Les roses étaient de vos fleurs préférées. » Les roses. Émilie sourit. « Je me souviens maintenant. Papa disait qu'elles étaient belles, mais qu'il fallait faire attention aux épines. » Comme dans la vie, compléta Martine. Ton père t'apprenait déjà la prudence. Pierre apparut sur le seuil de la cuisine, vêtu d'un peignoir, les cheveux ébouriffés. Il avait l'air d'avoir mal dormi, mais son visage rayonnait de bonheur. « Mes 2 femmes préférées, » dit-il en embrassant le front d'Émilie. « J'ai encore du mal à croire que tu sois vraiment là. Moi aussi, papa. » Le mot sortit naturellement, comme s'il n'avait jamais cessé de faire partie de son vocabulaire. « Nous devons parler de ce qui s'est passé, de qui m'a enlevé et pourquoi. » Pierre s'assit, soudain grave. « Bruno, mon investigateur, a peut-être trouvé des réponses. Il doit me rappeler ce matin. » Le téléphone sonna à cet instant. Comme invoqué par leurs paroles, Pierre décrocha, écoutant avec une attention croissante. « Quoi ?» Son visage devint livide. « Aurélie, vous en êtes sûre ?» Il regarda Émilie avec une expression d'effroi. « Nous arrivons tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Émilie, inquiète. « Bruno a trouvé la raviseuse, » dit Pierre d'une voix tendue. « Et elle a une petite fille qui te connaît très bien, Aurélie Dumas. » Émilie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Aurélie, sa collègue, celle qui l'avait fait renvoyer de la librairie, tout prenait un sens horrible. « Elle sait qui je suis. Probablement depuis le début, » confirma Pierre. « Et si Bruno a raison, elle ne nous laissera pas nous retrouver sans réagir. » Émilie pensa au regard haineux d'Aurélie quand Pierre lui avait proposé ce travail, à sa façon de la surveiller constamment. Un frisson de terreur la parcourut. « Papa, » murmura-t-elle, « je crois que nous sommes en danger. » Aurélie Dumas arpentait son petit appartement de Belleville comme une bête en cage, son téléphone portable collé à l'oreille. Sa grand-mère ne décrochait pas. Et cela l'inquiétait. Après avoir espionné les retrouvailles touchantes entre Pierre et Émilie la veille, elle avait passé la nuit à élaborer un plan définitif. « Allô, les jardins de sérénité », dit-elle quand quelqu'un répondit enfin. « Je suis Aurélie Dumas, la petite fille de Bernadette Marchand. Comment va-t-elle ce matin ?»« Mademoiselle Dumas. » La voix de l'aide-soignante était tendue. « Votre grand-mère a reçu une visite hier. Un homme qui prétendait être de la famille. Depuis, elle est très agitée. Elle répète sans cesse qu'elle doit tout dire à la police. » Aurélie ferma les yeux, sentant la panique l'envahir. Un homme, à quoi ressemblait-il ? La cinquantaine, cheveux bruns. Très poli, il s'appelait... Attendez, Bruno quelque chose. Bruno Morel, compléta Aurélie d'une voix blanche, l'investigateur privé de Dufresne. Elle raccrocha brutalement et se dirigea vers sa commode, d'où elle sortit une boîte en métal. À l'intérieur, soigneusement conservée, se trouvaient des lettres jaunies et des photographies. Elle saisit une photo de son grand-père, Georges, prise quelques mois avant sa mort, un homme aux traits tirés, au regard hanté par l'injustice qu'il pensait avoir subie. À côté, une lettre de licenciement signée Pierre Dufresne, datée du 15 mars 2005. « Tu vois, grand-papa » murmura-t-elle en caressant la photo. « Ils veulent encore nous détruire, mais je ne les laisserai pas faire. » Aurélie avait grandi avec cette histoire. Sa mère Sophie, morte d'un cancer quand elle avait 15 ans, lui avait raconté 1000 fois comment les Dufresne avaient brisé leur famille, comment Pierre avait accusé injustement Georges, poussant ce brave homme au suicide, comment Bernadette, folle de douleur, avait voulu rendre la pareille en enlevant Émilie, mais contrairement à sa grand-mère rongée par la culpabilité, Aurélie n'avait jamais éprouvé de remords. Pour elle, l'enlèvement d'Émilie était un acte de justice légitime. Pierre Dufresne avait détruit une famille. Il était normal qu'il souffre à son tour. Son téléphone sonna. Le numéro de la résidence s'affichait. Aurélie,
La voix de Bernadette était faible, tremblante. « Il faut que je te parle. J'ai fait quelque chose de terrible. Grand-mère, où es-tu ? » « Dans ma chambre. Il y a des policiers qui arrivent. Ce monsieur, hier, il m'a dit que Nina avait retrouvé son père. Aurélie, j'ai tout raconté. Il fallait que je... » « Tu as fait quoi ?» Aurélie hurla dans le téléphone. « Grand-mère, tu te rends compte de ce que tu viens de faire ? J'ai libéré ma conscience. » Répondit Bernadette avec une fermeté surprenante. « Pendant 18 ans, j'ai vécu avec cette culpabilité, cette petite fille. Elle ne méritait pas de payer pour les erreurs de son père. Les erreurs. » Aurélie était folle de rage. « Grand-papa était innocent. »« Non, ma chérie. » La voix de Bernadette se brisa. « Après sa mort, j'ai trouvé ses vrais livres de comptes. Georges volait vraiment l'argent de la société. Pierre Dufresne avait raison de le licencier. » Aurélie sentit le monde s'écrouler autour d'elle. « Tu mens. J'ai les preuves cachées dans mon armoire. Des registres, des reçus. » Georges cachait sa maladie du jeu. Il avait des dettes énormes. Bernadette pleurait maintenant. « J'ai détruit la vie d'une enfant innocente pour venger un homme qui était vraiment coupable. » Aurélie raccrocha violemment. Tout ce en quoi elle avait cru s'effondrait. Son grand-père, ce martyr qu'elle vénérait, était un voleur. Sa grand-mère, qu'elle considérait comme une héroïne, n'était qu'une criminelle repentie, et elle-même avait consacré sa vie à perpétuer une injustice. Mais non, c'était impossible. Il y avait forcément une autre explication. Pierre Dufresne était riche, puissant. Il avait pu fabriquer ses preuves. Manipuler les registres, il était assez influent pour corrompre sa grand-mère sénile et la forcer à avouer des mensonges. Aurélie se dirigea vers son ordinateur et ouvrit un dossier qu'elle avait constitué au fil des années. Des articles de presse sur Pierre Dufresne, des photos d'Émilie enfant trouvées sur Internet, des plans de la propriété de Neuilly obtenus grâce à un ami architecte. Elle avait tout préparé pour ce jour où elle pourrait achever l'œuvre de sa grand-mère, car Bernadette s'était trompée sur un point. Enlever Émilie n'était que le commencement de la vengeance. La vraie justice, c'était de les détruire tous les deux. Pierre et sa fille retrouvés, son téléphone vibra, un message de son contact à la préfecture de police, un ancien amoureux qui lui devait quelques services. Mandat d'arrêt lancé contre ta grand-mère, ordre de t'interpeller pour interrogatoire, évite les contrôles. Aurélie sourit amèrement. Elle avait quelques heures avant que la police ne la trouve. Largement suffisant pour mettre son plan à exécution, elle ouvrit un autre tiroir et en sortit un revolver, 22, l'arme de service de son grand-père, quand il était garde du corps dans sa jeunesse. Avant de devenir comptable, Bernadette la lui avait donnée après sa majorité, au cas où, le chaos était arrivé. Aurélie chargea le barillet avec des gestes méticuleux. 6 balles, une pour Pierre, une pour Émilie, et les 4 autres au cas où elle rencontrerait des témoins gênants. Puis elle se dirigerait vers la police et raconterait une histoire de légitime défense, avec un bon avocat et sa réputation de fille de famille détruite par les Dufresne. Elle s'en sortirait, en se regardant dans le miroir de sa salle de bain. Elle pensa à sa mère. Sophie aurait-elle approuvé ce qu'elle s'apprêtait à faire ? Probablement pas. Sa mère était douce, incapable de violence, mais sa mère était morte, rongée par la douleur de voir sa famille détruite. Aurélie, elle, avait survécu, et les survivants avaient le droit de réclamer justice. Elle glissa l'arme dans son sac et enfila une veste noire. D'après ses recherches, Pierre donnait souvent des dîners le samedi soir dans sa propriété de Neuilly. Il y avait de fortes chances qu'Émilie soit avec lui. Savourant leurs retrouvailles, parfait. Elle pourrait les éliminer tous les deux d'un coup. Avant de partir, Aurélie écrivit une lettre qu'elle posa sur sa table de nuit. À celui qui trouvera cette lettre, je m'appelle Aurélie Dumas. Ma famille a été détruite par Pierre Dufresne en 2005. Mon grand-père Georges s'est tué après avoir été licencié injustement. Ma grand-mère Bernadette, folle de douleur, a enlevé sa fille pour qu'il souffre à son tour. Ma mère Sophie est morte de chagrin. Moi, j'ai survécu. Et j'ai décidé de rendre justice. Si vous lisez cette lettre, c'est que ma mission est accomplie. Les Dufresne ont payé pour leurs crimes. Ma famille peut enfin reposer en paix. Je ne regrette rien, Aurélie Dumas. Elle plia soigneusement la lettre et la glissa dans une enveloppe. Puis elle sortit de son appartement, descendit les escaliers de l'immeuble et monta dans sa Citroën C3 rouge, direction Neuilly-sur-Seine. En route, elle repensa à tous ces moments où elle avait côtoyé Nina. Émilie, à la librairie,
Cette fille lui avait toujours tapé sur les nerfs avec sa passion sincère pour les livres, sa gentillesse naturelle avec les clients. Comment avait-elle pu ne pas reconnaître les traits de Pierre Dufresne dans ce visage? Peut-être parce qu'elle ne voulait pas voir la vérité. Peut-être parce qu'il était plus facile de haïr des inconnus que quelqu'un qu'on côtoyait quotidiennement. Mais maintenant, tout était clair. Émilie avait retrouvé sa place dorée, son père milliardaire, sa vie de princesse. Pendant qu'Aurélie, elle, trimait dans une librairie poussiéreuse pour un salaire de misère. Hantée par l'histoire tragique de sa famille, l'injustice était criante. Et ce soir, elle allait la réparer. Elle s'arrêta dans une station-service et acheta une cagoule noire, puis elle reprit la route, ses mains tremblant légèrement sur le volant. Dans 2 heures, tout serait fini. La vengeance de sa famille serait accomplie. Et peu lui importait de mourir ensuite, car sans cette mission, sa vie n'avait aucun sens. Bruno Morel poussa la porte du laboratoire Biomnis de Neuilly, avec une impatience qu'il tentait de dissimuler. Après 48 heures d'attente, les résultats du test ADN qu'il avait organisé entre Pierre et Émilie étaient enfin prêts. Une simple formalité, bien sûr, tous les signes confirmaient déjà leur lien de parenté, mais Pierre avait insisté pour avoir cette preuve scientifique irréfutable. Monsieur Morel, la technicienne lui tendit une enveloppe scellée. « Voici les résultats que vous attendiez. » Bruno décacheta l'enveloppe d'une main tremblante. Ses yeux parcoururent rapidement le document technique jusqu'à la conclusion finale. Probabilité de paternité, 99,87%. Pierre Dufresne est le père biologique d'Émilie Dufresne. Il respira profondément. Après 18 ans d'enquête, la vérité était enfin établie noir sur blanc. Il composa immédiatement le numéro de Pierre. « Monsieur Dufresne, les résultats sont arrivés. C'est officiel. Émilie est bien votre fille. » À l'autre bout du fil, Pierre ferma les yeux, submergé par un mélange de joie et de soulagement. « Merci Bruno. Merci pour tout. Ce n'est pas fini, » l'avertit l'investigateur. « J'ai des nouvelles inquiétantes concernant Aurélie Dumas. Elle a quitté son appartement ce matin avec un sac de voyage. Ses voisins l'ont vue charger quelque chose de lourd dans sa voiture. » Pierre sentit son sang se glacer. « Vous pensez qu'elle... Je pense qu'elle ne va pas accepter vos retrouvailles sans réagir. Où est Émilie en ce moment ? » ?»« Ici. Avec moi. Nous sommes dans mon bureau. » Pierre regarda sa fille, qui lisait tranquillement dans le fauteuil en face de lui, un manuscrit de poésie contemporaine entre les mains. « Bruno, que me conseillez-vous ? Restez ensemble, n'allez nulle part seul, et gardez votre téléphone allumé. Je vais essayer de localiser Aurélie. » Pendant que Pierre raccrochait, Émilie leva les yeux de sa lecture. « Papa, quelque chose ne va pas. » Pierre hésita à lui dire la vérité. Depuis leur retrouvailles, il avait l'impression de marcher sur des œufs, terrifié à l'idée qu'un mauvais mot, un geste déplacé pourrait faire fuir sa fille à nouveau. Mais Émilie méritait de connaître la vérité. « Les résultats du test ADN sont arrivés, » dit-il simplement. « C'est officiel, tu es ma fille. » Émilie sourit, cette nouvelle confirmant ce que son cœur savait déjà. « Je n'en ai jamais douté, papa. Pas depuis que j'ai entendu cette boîte à musique. » Pierre vint s'asseoir près d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Émilie, il faut que je te dise autre chose. Bruno pense qu'Aurélie pourrait tenter quelque chose. » Quelque chose. Le visage d'Émilie se durcit. « Tu veux dire nous faire du mal ? » C'est possible. Elle a grandi en croyant que j'avais détruit sa famille. La vérité sur son grand-père ne changera probablement rien à sa haine. Émilie se leva et se dirigea vers la baie vitrée, observant la rue en contrebas. Pendant 18 ans, j'ai vécu en me demandant qui j'étais vraiment. Maintenant que j'ai la réponse, je ne laisserai personne me voler cette famille retrouvée. Au même moment, à quelques kilomètres de là, Aurélie garait sa Citroën dans une rue adjacente à l'avenue Victor Hugo. Elle avait repéré la propriété de Pierre la veille et connaissait maintenant les habitudes de la maisonnée. Le samedi après-midi, la gouvernante partait faire les courses. Pierre et sa fille se retrouvaient seuls. Parfait pour ce qu'elle avait en tête, elle vérifia une dernière fois son sac, le revolver, des gants en latex, la cagoule et une lettre qu'elle comptait laisser sur les corps, une lettre expliquant les crimes de Pierre Dufresne et la justice que réclamait sa famille. Aurélie observa la grille de la propriété. Un système d'ouverture automatique, probablement relié à un interphone, mais elle avait remarqué un point faible, la haie de laurier qui longeait le mur d'enceinte côté ouest, assez haute pour la dissimuler
Assez fine pour qu'elle puisse l'escalader, elle attendit qu'une voiture passe pour masquer le bruit et se glissa derrière la haie. Quelques minutes plus tard, elle était dans le jardin, progressant discrètement vers la maison. Les rosiers que Pierre et Émilie avaient tant aimés lui semblaient dérisoires maintenant. Bientôt, ils seraient arrosés de sang. Dans son bureau, Pierre consultait ses messages quand son téléphone sonna à nouveau. « Bruno, encore. Mauvaise nouvelle ?» annonça l'investigateur sans préambule. « Je viens de recevoir un appel de la résidence. Bernadette Marchand a disparu. » « Comment ça, disparu ?» Les aides-soignants l'ont trouvée dans sa chambre ce matin, inconsciente, empoisonnement médicamenteux. Elle est en réanimation. Avant de sombrer, elle a réussi à dire « Aurélie, arme, danger ». Pierre sentit la panique l'envahir. Aurélie a empoisonné sa propre grand-mère. Pour l'empêcher de témoigner, probablement, Monsieur Dufresne. Cette femme est dangereuse, vraiment dangereuse. Appelez la police immédiatement. J'appelle tout de suite. Pierre raccrocha et composa le 17. Pendant qu'il expliquait la situation à l'opérateur, Émilie s'approcha de la fenêtre pour regarder le jardin. Un mouvement dans les buissons attira son attention. « Papa » murmura-t-elle. « Je crois qu'il y a quelqu'un dans le jardin. » Pierre laissa tomber son téléphone et se précipita vers la fenêtre. Une silhouette vêtue de noir progressait vers la maison, dissimulée derrière les massifs de roses. « C'est elle » souffla-t-il. « Émilie, nous devons partir d'ici, maintenant !» Ils se dirigèrent vers la porte du bureau, mais le bruit d'une vitre qui se brise au rez-de-chaussée les figea sur place. Aurélie était entrée dans la maison, par l'escalier de service, chuchota Pierre en guidant sa fille vers une porte dérobée qu'utilisait autrefois le personnel. « Nous devons rejoindre la voiture. » Ils descendirent l'escalier étroit aussi silencieusement que possible, entendant les pas d'Aurélie qui montaient par l'escalier principal. Elle les cherchait méthodiquement, ouvrant les portes une à une. « Papa, Émilie... » La voix d'Aurélie résonnait dans la maison, déformée par une rage froide. « Je sais que vous êtes là. Il est temps de payer pour ce que vous avez fait à ma famille. » Pierre et Émilie atteignirent le hall d'entrée. La porte principale était à 20 mètres. Pierre chercha ses clés de voiture dans sa poche, ses mains tremblant d'adrénaline. Émilie Dufresne. La voix d'Aurélie se rapprochait. « Tu croyais pouvoir retrouver ta petite vie dorée pendant que ma famille croupissait dans la misère. Cours, murmura Pierre à sa fille. Sors de la maison et cours chez les voisins. Je ne te laisse pas. C'est un ordre. » Pierre poussa Émilie vers la porte. « Tu as déjà perdu 18 ans de ta vie à cause de cette folie. Je ne laisserai pas cette femme t'envoler davantage. » Émilie hésita. Déchirée entre l'obéissance et l'amour filial, c'est ce moment qu'Aurélie choisit pour apparaître en haut de l'escalier principal, le revolver à la main. « Comme c'est touchant », dit-elle avec un sourire mauvais. Le grand Pierre Dufresne qui protège sa petite princesse retrouvée. Elle descendit lentement les marches. L'arme pointait alternativement sur Pierre et Émilie. « Vous savez, j'ai longtemps hésité sur l'ordre. Papa d'abord, pour que la fille souffre. Ou fille d'abord, pour que papa agonise de douleur. Aurélie, dit Pierre d'une voix calme, votre grand-mère m'a tout raconté. Je sais ce qui s'est passé avec votre grand-père. Je sais pourquoi vous nous haïssez. Vraiment. » Aurélie éclata d'un rire hystérique. « Et qu'est-ce que vous savez exactement? Que Georges était innocent, que je l'ai licencié injustement, que votre famille a souffert par ma faute. » Aurélie s'arrêta net, déstabilisée. Ce n'était pas la réaction qu'elle attendait. « Vous reconnaissez? Je reconnais que j'aurais dû mener une enquête plus approfondie avant de le licencier, que j'aurais dû l'aider à se défendre. » Pierre avança d'un pas vers elle. « Mais Aurélie, empoisonner votre grand-mère, menacer une jeune femme innocente, ce n'est pas de la justice, c'est de la vengeance aveugle, innocente. » Aurélie pointa son arme sur Émilie. « Elle a vécu 18 ans dans l'ignorance pendant que ma famille se détruisait. Elle a eu droit à l'amour, à l'éducation, à un avenir. Moi, j'ai eu quoi? Vous avez eu le choix, » intervint Émilie d'une voix ferme. « Le choix de construire votre vie ou de la gâcher avec la haine. Tais-toi » hurla Aurélie en braquant définitivement son arme sur Émilie. « Tu ne sais rien de ma vie, rien de ma souffrance. » « Vous avez raison, » dit Émilie calmement. « Je ne sais rien de votre souffrance, mais je sais une chose. Tuer ne la fera pas disparaître. » Aurélie hésita une seconde, troublée par la justesse de ses mots. Une seconde qui permit à Pierre d'entendre les sirènes de police au loin.
Aurélie, dit-il doucement. Il n'est pas trop tard. Posez cette arme. Laissez la justice suivre son cours. La justice. Aurélie resserra sa prise sur le revolver. 18 ans que j'attends la justice. Et elle arrive maintenant, par mes mains. Elle leva son arme, le doigt sur la détente, visant le cœur d'Émilie. Les sirènes de police se rapprochaient, mais Aurélie ne semblait plus les entendre. Ses yeux brillaient d'une lueur fanatique. Son doigt crispé sur la détente du revolver pointé vers le cœur d'Émilie. 18 ans, répéta-t-elle d'une voix sourde. 18 ans que j'attends ce moment. Pierre évalua rapidement la distance qui le séparait d'Aurélie. Trop loin pour l'atteindre avant qu'elle ne tire. Il devait gagner du temps. La faire parler, Aurélie, dit-il d'une voix apaisante. Votre grand-mère est en train de mourir à cause du poison que vous lui avez donné. Est-ce vraiment ce que vous voulez? Être responsable de la mort de la seule famille qui vous reste? Grand-mère a trahi la mémoire de grand-papa, cracha Aurélie. Elle voulait tout avouer, détruire des années de planification. Je ne pouvais pas la laisser faire. Quelle planification? Demanda Émilie, comprenant instinctivement qu'il fallait maintenir Aurélie dans la conversation. Tout. Aurélie gesticulait avec son arme, ses yeux passant frénétiquement de Pierre à Émilie. Obtenir ce travail à la librairie pour te surveiller, apprendre tes habitudes, découvrir tes faiblesses, planter cet argent dans ton sac pour te faire renvoyer. Je voulais que tu connaisses la misère, la honte, comme notre famille les a connues. Pierre sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Vous saviez qui elle était depuis le début? Bien sûr que je le savais. Aurélie éclata d'un rire hystérique. Tu crois qu'on peut oublier le visage de l'enfant qu'on a enlevé? Même après 18 ans, elle avait les mêmes yeux, la même façon de pencher la tête quand elle réfléchit. Émilie blêmit. Vous m'avez observé pendant des mois en sachant qui j'étais vraiment. Des mois. Aurélie ricana. Des années, ma chérie. J'ai commencé à te surveiller dès tes 18 ans, quand tu as quitté l'orphelinat. Je savais qu'un jour, le destin nous réunirait. Et j'avais raison. Les sirènes étaient maintenant toutes proches. Des portières claquèrent dehors. Des voix s'élevèrent. Aurélie jeta un coup d'œil nerveux vers la fenêtre. « Ils arrivent trop tard », murmura-t-elle. « Dans quelques secondes, vous serez morts tous les deux, et la vengeance de ma famille sera accomplie. » Votre famille n'avait pas besoin de vengeance, s'écria Émilie, sa peur cédant place à la colère. J'avais 5 ans, qu'est-ce que j'avais fait pour mériter ça? Tu étais la fille de Pierre Dufresne, hurla Aurélie. C'était suffisant. Non, Émilie fit un pas vers elle, ignorant l'arme pointée sur sa poitrine. C'était une enfant innocente, comme vous l'étiez aussi. Nous étions toutes les deux victimes des erreurs des adultes. Nous, Aurélie secoua la tête violemment. Il n'y a pas de nous. Tu as grandi dans l'amour, même à l'orphelinat. Tu as eu une éducation, des perspectives d'avenir. Moi, j'ai grandi dans la haine et la pauvreté. Pierre observait la scène avec une attention douloureuse. Il reconnaissait dans les yeux d'Aurélie la même souffrance qu'il avait vue dans ceux d'Émilie enfant, quand elle pleurait pour sa poupée cassée ou quand elle avait peur du noir. 2 enfants brisés par les erreurs et les obsessions des adultes. « Aurélie, dit-il doucement, si j'ai commis une erreur avec votre grand-père, si j'ai été injuste, laissez-moi réparer. » « Réparer ?» Aurélie rit amèrement. « Comment comptez-vous ressusciter grand-papa? Comment comptez-vous rendre la santé à ma mère? Je ne peux pas, admit Pierre, mais je peux m'assurer que vous ne gâchiez pas le reste de votre vie pour une vengeance qui ne vous apportera rien. Mensonge. » Aurélie leva son arme plus haut. « Vous voulez juste sauver votre peau, comme vous avez toujours fait? Les riches comme vous ne payent jamais pour leurs crimes. » À cet instant, la porte d'entrée explosa sous les coups de boutoir de la police. « Police, lâchez votre arme !» Aurélie pivota instinctivement vers le bruit. Et Pierre en profita pour se jeter sur elle. Ils roulèrent au sol, luttant pour le contrôle du revolver. L'arme pointait alternativement vers le plafond, vers les policiers qui accouraient, vers Émilie qui reculait, terrifiée. « Lâchez-la !» criaient les policiers. « Écartez-vous !» Mais Pierre et Aurélie étaient enchevêtrés, leurs mains crispées sur l'arme. Aurélie était plus jeune, mais Pierre était plus fort. Lentement, il parvenait à redresser le canon vers le plafond. « Tu ne m'empêcheras pas !» haleta Aurélie. « Elle doit payer, comme grand-papa a payé. Votre grand-père était coupable !» cria Pierre en forçant sur ses bras. Bruno a vérifié. Il volait vraiment. Votre grand-mère l'a confirmé. Menteur.
Dans un dernier effort désespéré, Aurélie tenta de retourner l'arme vers Émilie, mais Pierre l'en empêcha, et dans la lutte, le coup partit. La détonation résonna dans le hall comme un coup de tonnerre. Pendant une seconde interminable, tout le monde se figea, cherchant qui avait été touché. Puis Aurélie poussa un cri de douleur. La balle s'était logée dans son épaule droite, la forçant à lâcher l'arme qui glissa sur le marbre. Les policiers se précipitèrent, maîtrisant rapidement Aurélie qui se tordait de douleur. Pierre se releva péniblement, des bleus sur les bras, mais indemne. « Papa !» Émilie se jeta dans ses bras, tremblant de tous ses membres. « J'ai eu si peur. C'est fini !» murmura Pierre en la serrant contre lui. « C'est fini, ma chérie. » Mais Aurélie, même menottée et blessée, continuait de hurler. « Ce n'est pas fini. Jamais. Vous payerez. Tous. » Un ambulancier s'approcha pour soigner sa blessure, mais elle le repoussa violemment. « Ne me touchez pas. Je ne veux pas de votre pitié. » Le commissaire Martineau, un homme d'une 50aine d'années au visage buriné, s'approcha de Pierre et Émilie. « Monsieur Dufresne, je suis désolé de ce qui vous arrive. Nous avons été prévenus par votre enquêteur, Bruno Morel. »« Comment va Bernadette Marchand ?» demanda Pierre. « Stable, mais dans le coma. Les médecins ne savent pas si elle s'en sortira. » Le commissaire jeta un regard vers Aurélie qu'on emmenait sur une civière. « Cette jeune femme risque gros. Tentative de meurtre, empoisonnement, violation de domicile. » Émilie regardait Aurélie s'éloigner avec un mélange de peur et de pitié. « Commissaire, est-ce qu'elle avait d'autres complices ? D'après nos premières investigations, elle agissait seule. Mais nous allons approfondir l'enquête. » Il se tourna vers Pierre. « Nous aurons besoin de vos témoignages détaillés dans les prochains jours. » « Bien sûr. » Pierre passa un bras protecteur autour des épaules d'Émilie. « Nous ferons tout ce qui est nécessaire. » Quand la police repartit enfin, emportant Aurélie et sécurisant la scène de crime, Pierre et Émilie se retrouvèrent seuls dans le hall dévasté de la maison. Des éclats de verre jonchirent le sol, et l'odeur de la poudre flottait encore dans l'air. « Papa, » dit Émilie d'une voix tremblante. « J'ai cru que j'allais te perdre à nouveau. » Pierre la serra plus fort contre lui. « Jamais, ma chérie, plus jamais. Nous avons perdu 18 ans. Nous ne perdrons plus une seule seconde. » Ils s'installèrent dans le salon, évitant soigneusement la boîte à musique brisée qui avait déclenché le retour des souvenirs d'Émilie quelques jours plus tôt. Maintenant, d'autres souvenirs émergeaient, ceux de cette journée terrifiante où leur famille avait failli être détruite une seconde fois. « Tu sais, » dit Émilie en contemplant les débris, « en un sens, je plains Aurélie. Elle a grandi dans la haine, persuadée d'être dans son droit. Tu es plus généreuse qu'elle ne le mérite, » répondit Pierre. « Cette femme a failli nous tuer. Mais elle était aussi une victime, papa. Une victime des mensonges qu'on lui a racontés, de la haine qu'on lui a inculquée. » Émilie soupira. « Si grand-mère Bernadette s'en sort, peut-être pourra-t-elle l'aider à comprendre la vérité. » Pierre regarda sa fille avec admiration. Malgré tout ce qu'elle avait traversé, elle gardait cette capacité de compassion qui l'avait toujours caractérisée enfant. 18 ans d'absence n'avaient pas changé l'essence de ce qu'elle était. « Et maintenant ?» demanda Émilie. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Pierre sourit. Le premier vrai sourire depuis des années. « Maintenant, ma petite papillon, nous rattrapons le temps perdu. Nous apprenons à nous connaître à nouveau. Et nous construisons l'avenir que cette folie nous a volé. » Émilie hocha la tête, sentant pour la première fois depuis sa petite enfance qu'elle était vraiment chez elle, vraiment en sécurité. La vérité avait enfin éclaté, dans toute sa complexité et sa douleur. Mais au bout de cette vérité, il y avait l'amour retrouvé d'un père et la promesse d'un avenir enfin apaisé. 3 semaines après l'arrestation d'Aurélie, Pierre et Émilie se tenaient devant l'hôpital Bichat, hésitant à franchir les portes automatiques. Bernadette Marchand était sortie du coma la veille, et les médecins autorisaient enfin les visites. Mais cette rencontre que tous redoutaient et espéraient à la fois s'annonçait difficile. « Tu es sûre de vouloir faire ça ?» demanda Pierre en serrant la main d'Émilie. « J'ai besoin de comprendre. » Répondit-elle simplement. « J'ai besoin d'entendre de sa bouche pourquoi elle a fait ça. » Ils montèrent au 3e étage, guidés par une infirmière bienveillante qui leur expliqua l'état de Bernadette. « Elle est encore très faible, mais lucide. Les médecins pensent qu'elle récupérera complètement. Physiquement du moins. Moralement. » L'infirmière haussa les épaules d'un geste éloquent. La chambre 317 était baignée d'une lumière douce. Bernadette, branchée à plusieurs machines, semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques semaines.
Ses cheveux blancs étaient clairsemés sur l'oreiller, ses joues creusées par la maladie et le chagrin. Quand elle vit Pierre entrer, ses yeux s'emplirent de larmes. Mais quand son regard se posa sur Émilie, elle poussa un gémissement étouffé. « Nina », murmura-t-elle. « Mon Dieu, Nina, je m'appelle Émilie », dit doucement la jeune femme en s'approchant du lit. « Émilie Dufresne ». Bernadette ferma les yeux, des larmes ruisselant sur ses joues. « Émilie, oui, bien sûr. Comment ai-je pu vous appeler autrement? Comment ai-je pu vous voler votre nom, votre famille, votre vie ?» Pierre resta en retrait. Comprenant que cette conversation devait d'abord avoir lieu entre les deux femmes, Émilie s'assit sur la chaise près du lit, observant cette femme frêle qui avait bouleversé son existence. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simplement. Bernadette ouvrit les yeux, affrontant enfin le regard de l'enfant qu'elle avait enlevé. « La douleur », dit-elle d'une voix à peine audible. « Une douleur si terrible que j'ai perdu la raison. Expliquez-moi. » Bernadette prit une inspiration difficile. « Vous savez ce qui est arrivé à mon mari. » « Oui. » Émilie ne laissa transparaître aucune émotion. « Mais je veux entendre votre version. » « Georges, c'était un homme bon. Du moins, je le croyais. » Bernadette regardait le plafond, comme si ses souvenirs y étaient reprojetés. Quand M. Dufresne l'a licencié, j'ai pensé qu'il y avait erreur. Mon mari, volé, impossible. Mais il volait vraiment. Oui, le mot sortit comme un aveu de défaite. Après sa mort, j'ai trouvé ses vrais livres de comptes, les dettes de jeu, les emprunts secrets, les falsifications, tout était là, caché dans son bureau. Elle tourna la tête vers Émilie. « Vous savez ce que c'est, de découvrir que toute votre vie était un mensonge ?» Émilie eut un sourire amer. « Mieux que personne. J'aurais dû accepter la vérité, présenter des excuses à votre père. Mais j'étais aveuglée par la honte et la colère. » Bernadette agrippa les draps de ses mains tremblantes. « Je voulais que quelqu'un paye pour ma souffrance. Et vous, vous étiez là, si innocent, si aimé. J'avais 5 ans. Je sais. » Bernadette sanglotait maintenant. « Je sais que c'était monstrueux. Chaque jour, pendant 18 ans, je me suis détestée pour ce que j'avais fait, mais je ne savais pas comment réparer. » Pierre s'approcha enfin. « Madame Marchand, savez-vous ce qu'Aurélie a essayé de faire? » « Ils me l'ont dit. » Bernadette ferma les yeux de douleur. « Ma petite fille, j'ai empoisonné sa vie avec ma haine, exactement comme la mienne avait été empoisonnée. Elle va être jugée, » dit Pierre. « Elle risque la prison. Elle la mérite, » répondit Bernadette avec une fermeté surprenante. « Moi aussi, d'ailleurs. Quand je sortirai d'ici, j'irai me constituer prisonnière. » Émilie étudia le visage ravagé de cette femme qui avait façonné son destin. « Mais, et si nous ne portions pas plainte ?» Pierre et Bernadette la regardèrent, ébahis. « Émilie ?» commença Pierre. « Non, papa. Écoutez-moi. » Émilie se leva, faisant les 100 pas dans la petite chambre. « Cette femme a 70 ans. Elle est malade. Sa petite fille va en prison. Que gagnera-t-on à l'envoyer croupir dans une cellule ? » « Justice, » dit Pierre fermement. « Elle a détruit 18 ans de notre vie. Elle s'est détruite elle-même en même temps. » Émilie revint vers le lit. « Madame Marchand, si nous ne portons pas plainte, que feriez-vous » Bernadette la regarda avec incrédulité. « Vous me pardonneriez ? Je ne sais pas si je peux pardonner, pas encore, mais je peux essayer de comprendre. » Émilie s'assit de nouveau. « Répondez à ma question. » Bernadette balbutia. « Je passerai le reste de ma vie à essayer de réparer le mal que j'ai fait, à témoigner de la vérité, à empêcher que d'autres enfants souffrent comme Aurélie a souffert. » « Mais comment ? Je ne sais pas encore, mais je trouverai un moyen. » Bernadette tendit une main tremblante vers Émilie. « Si vous me laissez cette chance, cette dernière chance. » Émilie regarda cette main tendue, cette demande de pardon incarnée. Elle pensa à sa propre colère, à ses années perdues, à tous ces moments de bonheur volés. Puis elle pensa à Aurélie, rongée par une haine héritée, et à tous les enfants qui grandissaient dans la vengeance plutôt que dans l'amour. Lentement, elle prit la main de Bernadette. « Je ne vous pardonne pas, » dit-elle clairement. « Pas encore, mais je vous donne une chance de racheter vos erreurs. » Bernadette serra cette main comme une bouée de sauvetage, pleurant de soulagement et de gratitude. Pierre observait la scène avec des sentiments mélangés. Une partie de lui voulait voir Bernadette punie, enfermée, oubliée.
Mais en regardant sa fille, il comprit que la générosité était parfois une forme de justice plus puissante que la vengeance. « Il y aura des conditions, dit-il finalement. Tout ce que vous voudrez, s'empressa de répondre Bernadette. Vous témoignerez au procès d'Aurélie, vous direz toute la vérité. Oui, vous créerez une fondation pour aider les enfants victimes d'enlèvement avec votre propre argent. Je n'ai pas beaucoup, mais j'abonderai, coupa Pierre. Nous créerons cette fondation ensemble, en mémoire de l'enfance volée d'Émilie et de toutes les autres. Bernadette hocha la tête vigoureusement. Et Aurélie, nous témoignerons aussi en sa faveur, dit Émilie. Nous expliquerons les circonstances. Nous demanderons la clémence. Pourquoi ? Bernadette ne comprenait pas cette générosité. Parce que la haine engendre la haine, répondit Émilie, et que quelqu'un doit briser ce cycle. Ils restèrent encore 1 heure avec Bernadette, parlant de l'avenir, des réparations possibles, du long chemin vers la guérison. Quand ils repartirent, Pierre et Émilie marchèrent longtemps en silence dans les rues de Paris. « Tu crois que j'ai bien fait ?» demanda finalement Émilie. « Je crois que tu es plus sage que moi, » répondit Pierre. « Plus courageuse aussi. J'ai appris quelque chose à l'orphelinat, » dit Émilie en s'arrêtant devant une bouche de métro. « Les enfants abandonnés ont 2 choix. Devenir amer ou devenir fort. J'ai choisi la force. » Pierre la prit dans ses bras, débordant de fierté et d'amour. « Ta mère aurait été si fière de toi. »« Parle-moi d'elle, » demanda Émilie. « J'ai envie de connaître toutes les histoires que j'ai ratées. » Ils descendirent dans le métro, Pierre commençant à raconter Isabelle, ses rires, ses colères, sa façon de chanter en cuisinant. Émilie écoutait avidement, récupérant un à un les souvenirs qui lui avaient été volés. Le train emporta père et fille vers Neuilly, vers leur maison, vers leur nouvelle vie. Derrière eux, dans sa chambre d'hôpital, Bernadette Marchand pleurait encore. Mais pour la première fois en 18 ans, c'étaient des larmes d'espoir. Dans sa cellule de la prison de Fleury-Mérogis, Aurélie Dumas fixait le plafond, refusant toujours de parler à ses avocats, mais une lettre l'attendait. Écrite de la main d'Émilie, une lettre qui commençait par ces mots. « Chère Aurélie, je ne vous écris pas en ennemie, mais en sœur de souffrance. La guérison serait longue pour tous, mais elle avait commencé, et au centre de Paris, dans une librairie du Marais où travaillait maintenant un nouveau vendeur. Les clients feuilletaient les livres sans se douter qu'une histoire extraordinaire de pardon et de réconciliation venait de s'écrire dans leur ville. Une histoire qui prouvait que même les blessures les plus profondes pouvaient cicatriser quand l'amour était plus fort que la haine. 6 mois après l'arrestation d'Aurélie Dumas, le palais de justice de Paris bruissait d'une agitation inhabituelle. L'affaire avait fait la une des journaux. Une vengeance familiale qui avait duré 18 ans. Un enlèvement d'enfants. Une tentative de meurtre. Les médias s'étaient emparés de l'histoire, transformant le procès en spectacle national. Émilie ajusta son tailleur noir en montant les marches du palais. Pierre à ses côtés. Ils avaient évité la presse pendant des mois, refusant toutes les interviews, tous les reportages. Aujourd'hui, ils ne pourraient plus échapper aux regards, aux questions, aux flashs des photographes. « Vous êtes prêts ?» demanda Maître Dubois, l'avocat qu'ils avaient choisi pour les représenter. Un homme de 60 ans, réputé pour sa discrétion et son humanité. « Autant qu'on peut l'être », répondit Pierre en serrant la main d'Émilie. « Comment va-t-elle » Aurélie, toujours aussi fermée. Elle refuse de coopérer avec ses avocats. Ne montre aucun remords. Maître Vincent fait ce qu'elle peut. Mais l'avocat haussa les épaules. Ils pénétrèrent dans la salle d'audience bondée, au premier rang. Bernadette Marchand était assise dans un fauteuil roulant, encore affaiblie par son empoisonnement. Elle portait une robe noire simple et tenait entre ses mains tremblantes un mouchoir déjà trempé de larmes. Quand elle vit Émilie, elle inclina la tête dans un salut respectueux que la jeune femme lui rendit. Depuis leur rencontre à l'hôpital, elle s'était revue plusieurs fois, pas encore de pardon, mais une forme de compréhension mutuelle s'était installée. « Mesdames et messieurs les jurés », commença le président Lefort, un homme aux cheveux blancs et au regard perçant. « Nous sommes réunis pour juger Aurélie Dumas, accusée de tentative de meurtre avec préméditation, séquestration, violation de domicile et empoisonnement. » Aurélie entra dans le box des accusés, encadrée par 2 gendarmes. Elle avait maigri en prison. Ses cheveux bruns étaient tirés en arrière, révélant un visage dur et fermé. Ses yeux parcoururent l'assistance sans s'arrêter sur personne, même pas sur sa grand-mère. « Accusé, levez-vous » ordonna le président. « Déclinez votre identité.
Aurélie Dumas, 28 ans, sans profession, répondit-elle d'une voix monocorde. Vous comparaissez libre. Si on peut appeler ça libre, répliqua Aurélie avec un sourire amer. Maître Vincent, le président se tourna vers l'avocate de la défense. Votre cliente reconnaît-elle les faits, Maître Vincent? Une femme d'une quarantaine d'années aux cheveux courts se leva. Monsieur le Président, ma cliente reconnaît les faits matériels, mais conteste leur qualification pénale. Elle estime avoir agi en légitime défense de sa famille. Un murmure parcourut l'assistance. Émilie serra la main de Pierre. Sentant la colère monter en elle, le procureur de la République, Maître Moreau, prit la parole. Mesdames et messieurs les jurés, nous allons vous démontrer que l'accusée a prémédité ses crimes pendant des années, qu'elle a manipulé, espionné et finalement tenté d'assassiner des innocents au nom d'une vengeance déplacée. Il ouvrit son dossier et commença à énumérer les charges. Le 15 mars 2024, l'accusée s'est introduite illégalement au domicile de Pierre Dufresne avec une arme à feu, dans l'intention de tuer ce dernier et sa fille Émilie. Quelques heures auparavant, elle avait empoisonné sa propre grand-mère pour l'empêcher de témoigner. Objection, intervint Maître Vincent. Le terme empoisonné est excessif. Ma cliente a administré un somnifère à sa grand-mère pour l'empêcher de commettre une erreur. Un somnifère qui aurait pu la tuer, rétorqua le procureur. Le président frappa de son marteau. L'incident sera éclairci par les témoignages. Faites entrer le premier témoin. Bruno Morel se présenta à la barre. L'investigateur privé raconta son enquête, la découverte de l'identité d'Émilie, les recherches sur la famille Marchand-Dumas. Avez-vous trouvé des preuves que l'accusé planifiait ses crimes? Demanda le procureur. Oui. Dans son appartement, nous avons découvert un dossier complet sur les Dufresne, plan de la propriété, emploi du temps, photographies prises au téléobjectif, certaines datant de plusieurs années. Aurélie restait impassible, fixant le mur derrière les jurés, et concernant l'affaire Georges Marchand, Bruno sortit un classeur de sa mallette. J'ai reconstitué les comptes de l'époque. Georges Marchand avait effectivement détourné 127 000 € sur 3 ans. Pierre Dufresne était dans son droit en le licenciant. Un sanglot échappa à Bernadette. Aurélie tourna enfin la tête, foudroyant l'investigateur du regard. « Vous mentez !» cria-t-elle soudain. « Vous avez falsifié ces documents. Accusé, vous prendrez la parole quand on vous la donnera. » la rappela à l'ordre le président. Les témoignages s'enchaînèrent. Collègues de la librairie, voisins d'Aurélie, personnel de la résidence où vivait Bernadette. Tous décrivaient une jeune femme obsédée par sa famille, parlant constamment de justice et de vengeance. Puis vint le moment que tous redoutaient, le témoignage d'Émilie, Madame Dufresne, commença le président avec bienveillance. « Vous avez vécu une épreuve exceptionnelle. Pouvez-vous nous raconter votre enlèvement ?» Émilie se leva, tremblante, dans l'assistance. Pierre l'encourageait du regard. « J'avais 5 ans, commença-t-elle d'une voix claire. Je me souviens de cette femme qui m'a prise par la main dans le parc. Elle m'a dit que papa m'attendait. Je l'ai suivie. » Elle marqua une pause, respirant profondément. « Pendant des années, j'ai cru qu'il m'avait abandonnée. Et aujourd'hui, je sais que j'ai été victime d'un mensonge, que mon père m'a cherché pendant 18 ans, que ma vie a été brisée par la souffrance d'une femme qui ne savait plus distinguer le bien du mal. » Le procureur se leva. « Que ressentez-vous envers l'accusé ?» Émilie regarda Aurélie pour la première fois depuis le début du procès. Leurs yeux se croisèrent, et Aurélie détourna immédiatement le regard. « De la tristesse, » dit Émilie. Aurélie a gâché sa vie à nourrir une haine qui n'avait pas lieu d'être. Elle était aussi une victime. D'une certaine façon, vous ne réclamez pas de sanctions. Je réclame la vérité. Et la vérité, c'est qu'Aurélie doit être soignée, pas seulement punie. Maître Vincent se leva pour poser ses questions. « Madame Dufresne, accepteriez-vous de témoigner en faveur de ma cliente ?» Un silence stupéfait accueillit cette demande. Émilie réfléchit longuement. « Oui, » dit-elle finalement. « Je témoignerai que les circonstances atténuantes existent, qu'Aurélie a grandi dans un mensonge, qu'elle a été manipulée par la douleur de sa famille, mais je ne mentirai pas sur la gravité de ses actes. » Aurélie releva brusquement la tête. Fixant Émilie avec incrédulité, pour la première fois depuis des mois, une émotion traversa son visage. De la surprise, mêlée à quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Pierre témoigna ensuite, racontant sa propre souffrance, sa quête désespérée pour retrouver sa fille, puis ce fut au tour de Bernadette. La vieille femme fut amenée dans son fauteuil roulant jusqu'à la barre. Sa voix était faible, mais ses mots portaient « J'ai détruit 3 vies », dit-elle en regardant tour à tour Émilie,
Pierre et Aurélie. Celle d'Émilie que j'ai arrachée à sa famille, celle de Pierre que j'ai privée de sa fille, et celle d'Aurélie que j'ai empoisonnée avec ma haine. Elle se tourna vers sa petite fille. Aurélie, je t'ai menti. Ton grand-père était coupable. J'ai inventé cette histoire d'injustice parce que je n'arrivais pas à accepter la vérité. Tu mens, hurla Aurélie. Tu mens pour les protéger. Ils t'ont acheté? Non, ma chérie. Bernadette pleurait maintenant. J'ai les preuves, les vrais livres de contes de Georges. Je les ai apportés. Elle sortit de son sac une chemise cartonnée qu'elle tendit au greffier. Aurélie devint livide. Regardez, continua Bernadette. Regardez comme il a falsifié les chiffres. Comme il a couvert ses vols, Pierre Dufresne avait raison. Et moi, j'ai brisé la vie d'une enfant innocente pour venger un homme qui ne le méritait pas. L'effondrement d'Aurélie fut spectaculaire. Elle s'écroula sur sa chaise, sanglotant comme une enfant. 18 ans de certitude venèrent de s'écrouler en quelques minutes. Je ne savais pas, balbutia-t-elle. Grand-mère, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Parce que j'avais honte, et parce que ta haine était devenue si grande que j'avais peur de ta réaction. Le président suspendit l'audience, le temps qu'Aurélie se ressaisisse, quand elle revint au box. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans. « Accusée, » dit le président. « Souhaitez-vous faire une déclaration ?» Aurélie se leva péniblement. Elle regarda tour à tour Émilie, Pierre, puis sa grand-mère. « Sa voix se brisa. « Je demande pardon. À Émilie, à son père, à ma grand-mère. J'ai agi dans l'ignorance. Mais l'ignorance n'excuse pas tout. » Elle s'adressa directement à Émilie. « Vous aviez 5 ans, j'en avais 10 quand grand-mère m'a raconté l'histoire pour la première fois. Nous étions toutes les deux des enfants victimes des mensonges des adultes. » Émilie hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je ne demande pas votre pardon, » continua Aurélie. « Je ne le mérite pas. Je demande juste une chance de réparer, si la justice me le permet. » Maître Vincent plaida les circonstances atténuantes, la manipulation psychologique subie depuis l'enfance, la découverte tardive de la vérité, les remords sincères de l'accusé. Le procureur requit 8 ans de prison ferme. Émilie demanda la parole une dernière fois. « Mesdames et messieurs les jurés, Aurélie Dumas m'a fait du mal, beaucoup de mal. Mais la punir ne réparera pas le passé. L'aider à construire un avenir meilleur, peut-être. » Les jurés se retirèrent pour délibérer. Dans le couloir, Aurélie s'approcha d'Émilie, encadrée par ses gardes. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simplement. « Pourquoi m'aidez-vous ?»« Parce que la haine engendre la haine, » répondit Émilie. « Et que quelqu'un doit briser le cycle ?» Aurélie hocha la tête, comprenant enfin la leçon qu'il lui avait fallu 18 ans pour apprendre. 2 ans plus tard, par un matin de printemps lumineux, Émilie Dufresne poussait la porte de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Elle tenait dans ses mains un petit bouquet de roses blanches et une enveloppe cachetée. Sa visite mensuelle à Aurélie était devenue un rituel. Depuis que cette dernière avait été condamnée à 5 ans de prison avec sursis partiel, le tribunal avait retenu les circonstances atténuantes, manipulation psychologique, remords sincères, et surtout le témoignage bouleversant d'Émilie, qui avait demandé la clémence. Aurélie purgeait donc 3 ans fermes, dont elle avait déjà effectué la moitié. « Bonjour Aurélie », dit Émilie en s'asseyant dans le parloir. Aurélie avait changé. Ses cheveux étaient le plus courts, son visage apaisé. Elle suivait une thérapie en prison et travaillait à la bibliothèque, où elle aidait d'autres détenus à apprendre à lire. La haine qui l'avait rongée pendant des années avait fait place à quelque chose qui ressemblait à de la sérénité. « Émilie », répondit-elle avec un sourire timide. « Comment allez-vous ?»« Bien, très bien même. » Émilie posa les roses sur la table. « J'ai des nouvelles à vous annoncer. Votre père. Papa va bien. Il a vendu sa société le mois dernier. Nous nous consacrons maintenant entièrement à la fondation. » Émilie ouvrit l'enveloppe et en sortit plusieurs documents. « Regardez. » Les yeux d'Aurélie s'écarquillèrent en découvrant les photos, une grande maison au cœur de Paris, transformée en centre d'accueil. La fondation Isabelle Émilie, lut-elle sur la plaque à l'entrée. « Nous avons ouvert il y a 6 mois, » expliqua Émilie avec fierté. « Nous accueillons les enfants victimes d'enlèvement et leurs familles. Soutien psychologique, aide juridique, accompagnement dans les démarches. »« C'est magnifique, » murmura Aurélie, touchée. « Et votre grand-mère ?» Bernadette va mieux. Elle vit maintenant près de la fondation et nous aide bénévolement. Elle raconte son histoire aux familles pour qu'elles comprennent comment la douleur peut aveugler. Émilie marqua une pause.
Elle aimerait vous voir, vous savez. Aurélie baissa les yeux. Je ne suis pas sûre d'être prête. Je comprends. Mais elle vous aime, Aurélie, malgré tout ce qui s'est passé. Elles parlèrent encore de la fondation, des projets d'Émilie, de sa nouvelle vie. Puis Émilie aborda le sujet qui l'amenait vraiment aujourd'hui. « Aurélie, j'ai une proposition à vous faire. Je vous écoute. Dans 1 an, vous sortirez d'ici. Vous aurez besoin d'un travail, d'un nouveau départ. » Émilie prit une profonde inspiration. La Fondation cherche quelqu'un pour gérer la bibliothèque thérapeutique que nous sommes en train de créer. Quelqu'un qui comprenne la souffrance, qui ait vécu l'injustice. Aurélie resta silencieuse un long moment. « Vous me proposez du travail, à moi. À vous? Si vous le souhaitez. Mais pourquoi ?» Les yeux d'Aurélie se remplirent de larmes. « Après tout ce que je vous ai fait ?» Émilie prit ses mains à travers le grillage. « Parce que je crois à la rédemption, parce que votre histoire peut servir à d'autres, et parce que... » Elle hésita. « Parce que nous sommes sœurs. D'une certaine façon, sœurs de souffrance, comme je vous l'avais écrit. » Aurélie pleura maintenant ouvertement. « Je ne mérite pas votre générosité. Ce n'est pas de la générosité, c'est de l'espoir. L'espoir que même les blessures les plus profondes peuvent guérir. » Quand Émilie quitta la prison, elle savait qu'Aurélie accepterait. Elle l'avait vu dans ses yeux. L'envie de se racheter, de transformer sa douleur en quelque chose d'utile. Le soir même, Émilie retrouva Pierre dans le bureau de la Fondation. Il était au téléphone avec un journaliste qui voulait faire un reportage sur leur action. « Non », disait-il fermement. « Nous ne donnons pas d'interview sur l'enlèvement. Notre histoire privée n'intéresse pas le public. » Il raccrocha et soupira. « Ils ne comprendront jamais. »« Comment s'est passée votre visite ?» demanda-t-il en se tournant vers sa fille. « Bien, Aurélie acceptera notre proposition. »« J'en suis sûre. » Émilie s'assit dans le fauteuil en face de lui. « Papa, vous êtes d'accord avec cette décision ?» Pierre réfléchit. 2 ans plus tôt, l'idée d'employer Aurélie lui aurait semblé absurde, voire dangereuse, aujourd'hui, après avoir vu tant de familles brisées défiler dans leur fondation. Il comprenait mieux les mécanismes de la souffrance et de la guérison. Si vous pensez qu'elle peut aider d'autres victimes, alors oui, il sourit. Vous avez toujours eu bon cœur, ma chérie. Même à 5 ans, vous consoliez les autres enfants qui pleuraient. J'ai gardé quelques souvenirs de cette époque. Vous savez, Émilie regardait par la fenêtre le jardin de la Fondation où jouaient quelques enfants accueillis temporairement. Des fragments, votre voix qui me lisait des histoires, l'odeur de maman dans sa robe bleue, la boîte à musique qui jouait au clair de la lune. « Nous avons fait réparer cette boîte à musique, » dit Pierre. « Elle est dans votre chambre si vous voulez la récupérer. » Plus tard, Émilie se leva et vint embrasser son père sur le front. « Pour l'instant, j'ai d'autres priorités. » Elle avait en effet d'autres priorités. Dans quelques heures, elle avait rendez-vous avec Thomas, le psychologue de la Fondation qu'elle fréquentait depuis 6 mois. Leur relation s'approfondissait doucement, construite sur la confiance et le respect mutuel. Thomas comprenait ses blessures sans chercher à les guérir à tout prix. Il l'aidait simplement à les apprivoiser, à vivre avec elle sans qu'elle la définisse entièrement. « Au fait », dit Pierre en fouillant dans ses papiers. « Nous avons reçu ça aujourd'hui. » Il tendit à Émilie une lettre manuscrite. L'expéditeur était un certain Marc Dubois, de Lyon. « Madame Dufresne », lut Émilie à haute voix. « J'ai appris l'existence de votre fondation par un article dans Le Figaro. Ma fille de 8 ans a disparu il y a 3 mois. La police ne trouve rien. Pourriez-vous nous aider ? C'est le 5e courrier de ce type cette semaine, » dit Pierre. « Notre action commence à être connue. Répondez-lui que nous le recevrons dès demain, » dit Émilie sans hésiter. « Et contactez Bruno. Il peut peut-être l'aider. » Bruno Morel était devenu un partenaire de la Fondation. Offrant ses services d'enquêteur à prix coûtant pour les familles en difficulté, l'ancien policier avait trouvé dans cette mission un sens nouveau à sa carrière. Ce soir-là, Émilie dîna avec Thomas dans un petit restaurant du Marais. Ils parlèrent de tout et de rien, évitant soigneusement les sujets trop lourds. Émilie avait appris à préserver des espaces de légèreté dans sa vie. « Au fait, » dit Thomas en souriant, « j'ai une question importante à vous poser. » Émilie leva un sourcil, intriguée. « Accepteriez-vous de partir en week-end avec moi, en Normandie, dans une petite maison que mes parents possèdent près de la mer ?» Un week-end, Émilie feignit la réflexion, avec vue sur l'océan, et des promenades sur la plage,
Alors c'est oui, Émilie sourit, à condition que vous me laissiez emporter quelques dossiers de la fondation. Vous ne savez vraiment pas décrocher. Rit Thomas. C'est ma façon de guérir, en aidant les autres à guérir. Plus tard, en rentrant chez elle dans l'appartement qu'elle avait pris près de la fondation, Émilie s'arrêta devant la photo posée sur sa commode. Pierre et elle, le jour de l'inauguration de la fondation. Ils souriaient, enfin réconciliés avec la vie. Elle pensa à tous ces enfants qui avaient disparu, à toutes ces familles brisées qu'ils aidaient maintenant. Elle pensa à Aurélie, seule dans sa cellule, mais enfin apaisée. Elle pensa à Bernadette, qui passait ses journées à témoigner pour éviter que d'autres drames se reproduisent. Chacun, à sa façon, a transformé sa souffrance en quelque chose d'utile. Émilie ouvrit son ordinateur et commença à rédiger sa réponse à Marc Dubois. « Monsieur, nous comprenons votre détresse et ferons tout notre possible pour vous aider. » Dehors, Paris s'endormait, mais dans ce petit appartement du 15e arrondissement, une jeune femme de 23 ans continuait de se battre contre l'injustice. Armée de son expérience et de sa détermination, elle avait perdu 18 ans de sa vie. Elle consacrerait les suivantes à ce que d'autres ne vivent pas la même épreuve. C'était sa façon à elle de transformer un enlèvement en mission, une tragédie en espoir, et quelque part, sa mère Isabelle devait être fière de la femme qu'était devenue son petit papillon,